Alors, Madame Kourani, qu'est-ce que vous attendriez des pouvoirs publics comme réaction? Parce qu'on attend quand même, on attend que les pouvoirs publics réagissent. Je pense que c'est un minimum. Quand une question comme celle-là, si on n'a pas pu anticiper, au moins, voilà, oui. Au moins qu'on essaie de restaurer les choses. C'est un minimum. Je voudrais juste rebondir sur des déclarations qu'ont fait mes prédécesseurs. Je pense que les déviances sexuelles datent de très très longtemps dans toutes les sociétés. Je pense que c'est un peu ça accompagne un peu l'aventure humaine, les sortes de déviances sexuelles. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait? À mon avis, elle l'a dit, ma prédécesseur l'a dit tout à l'heure, l'éducation, c'est pas l'école. Il faut que ce soit clair. Moi, je pense que tout ce qui est là campé comme fait en Côte d'Ivoire, ce sont des faits qu'on retrouve au Sénégal aussi. On dit depuis quelque temps que depuis le début des années 2000, tout part, voilà, tout part en déliquescence. Voilà. Mais je pense dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Les influenceurs dont elle a parlé, je pense que je vous ai interpellé là-dessus. Je dis, ils influencent qui sur quoi? Après, je pense que la question qui se pose, c'est si des personnes comme celle-là ils se disent influenceurs voilà, parce qu'ils ont du monde qui les suit au quotidien. Qu'on appelle followers. Followers, si aujourd'hui je devrais traduire, je dirais quoi? Suiveurs. Oui. Et ce qu'on nous apprend depuis le bas âge, c'est de ne pas faire du suivisme, justement. Je pense qu'il faut qu'on restaure cette estime de soi des Africains. Mes prédécesseurs l'ont dit, on ne s'aime pas en tant qu'Africains. Pourquoi on ne s'aime plus en tant qu'Africains? Pourquoi le règne du bling-bling, comme disent les jeunes aujourd'hui? Tout ce qui brille est or actuellement. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas, nous, aujourd'hui, être fiers de qui nous sommes? Moi, j'aime bien les Ivoiriens, mais j'ai choisi le Sénégal. Je suis sénégalaise, je suis d'ici. S'il y a des valeurs que je dois défendre, si je dois donner aujourd'hui mon sang, si je dois donner ma sueur, c'est au Sénégal que je le donnerai. Mais pourquoi? Parce qu'on m'a inculqué depuis le bas âge que c'est ma patrie, c'est mon peuple, c'est ma société. Et aujourd'hui, s'il y a un fait comme celui-ci qui vient éclabousser la société sénégalaise, je me sens éclaboussée aussi parce que je suis de cette société-là. J'appartiens à cette société. Il y a même un classement qui a été établi, hein. La RDC, ensuite, je crois, le Cameroun. Et je suis encore plus interpellée. Je suis encore plus interpellée, oui. La Côte d'Ivoire, le Sénégal. On a parlé de femmes de médias dans cette histoire. Je suis femme de médias. Et ce que je reproche justement à mes confrères, c'est d'avoir laissé faire. Je pense qu'on ne va plus au fond des choses. On ne pose plus les questions qu'il faut. J'avoue que je ne lis pas tout le temps ce qu'on écrit là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de « on dit », on n'a pas vérifié, et on donne la voix à des gens, je ne veux pas dire qu'ils ne représentent rien, mais qui font étalage de leur misère intellectuelle à tout bout de champ. Une influenceuse, je veux bien. Une femme de médias, je suis interpellée parce que je me dis, elle a un minimum d'éducation. Je ne veux pas dire éducation intellectuelle à l'occidentale, mais on appartient à une société qui a des codes, qui a toujours eu des codes. On a une culture, je dis une culture avec grand C, parce qu'on a plusieurs cultures dans notre société qui ont toujours fonctionné. Quels que soient les envahisseurs qui sont venus, c'est parce que notre culture a fonctionné, que nos cultures ont fonctionné, que nous sommes encore là, même si l'authenticité n'est plus possible. Je pense qu'il y a des valeurs fondamentales qu'il nous faut retransmettre, qu'il nous faut ressusciter, si tant est qu'elles sont mortes. Okay. Et ça nous éviterait ce genre de scandale. Mais ma question demeure, hein, ma question à vous tous qui intervenez sur cette émission, elle demeure, qu'est-ce que, maintenant que le phénomène a explosé, qu'est-ce que l'on attend des pouvoirs publics comme déclaration? On va prendre la direction peut-être de Douala pour retrouver une journaliste, Carole Guissot, bonsoir. Bonsoir Georges. Bien, alors au Cameroun également, vous avez été éclaboussé par cette affaire. Les pouvoirs publics sont restés muets et j'ai envie que l'on parle de ce silence à votre niveau. Qu'est-ce que l'on aurait pu attendre des pouvoirs publics comme réaction? Ça aurait été juste une surprise hein, si les pouvoirs publics réagissaient. Oui, ça aurait été une surprise très agréable parce que on a vécu
ce phénomène décrié par une de nos consoeurs de CNN, cette vente d'esclaves noirs au XXIe siècle qui se déroulait en Libye. On attendait les réactions des autorités, rien. On a eu ces scandales décriés par certaines organisations non gouvernementales de ce qui se passait au Koweït avec nos filles, nos sœurs, nos mères africaines du côté du Koweït où elles étaient esclavagisées, esclaves, on dit. Ce phénomène de porta-potty, je ne sais pas si c'est différent. Je ne sais pas si c'est différent. Surtout que ces autorités, je sais, elles savent que ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est juste parce qu'il y a aujourd'hui les réseaux sociaux que tout le monde est en train d'en parler. Mais moi, j'ai vu une vidéo, c'est pas une vidéo peut-être 2017-2018, d'un exemple de ce porte-à-potty. Et quand j'en entends parler aujourd'hui, je m'étonne, je dis, attendez, pourquoi les gens font comme si c'est la première fois qu'ils voyaient cela, qu'ils venaient à entrer en connaissance de cela. Ça existe depuis très très longtemps. Et je remercie le témoignage de la chanteuse ivoirienne Claire Bailly qui disait dans une émission de télévision, je pense, qu'elle failli passer par là si elle avait succombé aux demandes de son époux en 2013. Et là, c'était avec son époux. Son ex-époux. C'est lui qui devait recevoir les excréments. Voilà, nos sœurs vivent cela depuis des années, les autorités sont au courant, on vit cela avec ces mariages blancs qu'on organise de l'autre côté, ou alors que nos frères qui ont traversé, nos frères qui sont partis avant nous en Europe, qui disent « moi je veux épouser une Camerounaise, je veux épouser une fille de chez moi », viennent ici, ont déjà contracté des mariages là-bas avec des Européennes, viennent ici prendre des épouses africaines de chez eux, de leur village. Mais pourquoi faire? C'est pour faire du proxénétisme. Vous ne savez pas ce qui est demandé à ces filles-là. Elles sont épousées, mais pour aller faire du proxénétisme. On n'est pas entré jusque dans les poubelles. C'est parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent d'entrer dans les poubelles. Mais imaginez si c'était ce qui se passe depuis des années, des centaines d'années, si c'était filmé, si les réseaux sociaux existaient bien avant, je pense qu'on serait aujourd'hui, le 18 mai, en train de banaliser ce phénomène. On serait en train de banaliser parce que ce serait tellement commun. On serait habitué à voir des vidéos du porte-à-potty. La Miss Cameroun. Alors, merci bien. Merci beaucoup, Carole. On revient à vous tout à l'heure. Vous êtes à Douala, au Cameroun. Je voudrais revenir à vous et ma question demeure, Monsieur Won. Vous avez été ministre. Supposons que vous êtes là, aujourd'hui, vous êtes toujours ministre. Vous allez accepter ce silence assourdissant du gouvernement. Et quand je parle du gouvernement, j'ai envie de dire du gouvernement africain, parce que c'est la même chose dans tous les États. Un silence total. À titre personnel, je me serais exprimé, mais j'aurais sollicité. Vous aurez poussé à l'intérieur du gouvernement. J'aurais sollicité de mes supérieurs une expression plus ferme, à la fois la voix du Sénégal, la voix des organisations d'intégration africaines. Et aujourd'hui, je peux interpeller le chef de l'État sénégalais. Il y en a qui vont dire oui, vous le dites parce que vous n'êtes pas au gouvernement en ce moment. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais hésité ni fui mes responsabilités. Oui. J'ai interpellé et je le fais, je profite de votre antenne, j'interpelle le président du Sénégal, mon pays, en sa qualité de président de l'Union africaine. Oui. Parce qu'il faut qu'il amplifie ce genre de phénomène. Ne serait-ce que par un tweet. Pour s'indigner et pour demander aux femmes africaines de retrouver le sens de la fierté et de la vertu. Je pense qu'on a parlé tout à l'heure des organisations qui vivent de ce trafic. Les organisations criminelles, proxénètes, qu'il faut identifier. Les acteurs de toutes ces chaînes
qu'il faut... Donc, il faut déclencher des enquêtes. Je pense au moins déclencher des enquêtes et ensuite nous expliquer qu'est-ce que recouvre le concept d'influenceuse. Parce que si vous étudiez un peu, qu'est-ce que les influenceuses exposent? Elles exposent leur rondeur, Tout à fait. elles exposent leur sein, elles exposent leur mimique. Une noyade au milieu de billets de banque. C'est tout. Et mais elles n'ont pas d'idées à exprimer, elles n'ont pas d'idéaux, elles n'ont pas de propos intelligibles. Donc, elles ne sont que dans le visuel. Et ce visuel-là... Signe des temps actuels. Signe des temps, signe de décadence, dans la mesure où les réseaux sociaux, en fait, ils amplifient, comme le disait notre sœur du Cameroun, des phénomènes qui ont toujours existé. Le fait que les mâles soient attirés par les femmes, ça, c'est connu. Le fait que les femmes soient aguicheuses pour attirer... parce qu'une femme est nécessairement séduisante. Elle veut séduire. Les hommes sont faciles à appâter. Et donc, ça, c'est la nature humaine qui est comme ça. On ne peut pas le changer. Mais ça n'a jamais été aussi industriel, d'une part, et d'autre part, ça n'a jamais été aussi superficiel. On ne peut pas s'exposer dans un réseau social si on a 20 000 followers, exposer ses charmes à 20 000 personnes à la fois. C'est insensé. Et c'est un dérèglement que beaucoup de psychiatres commencent à étudier. Vous savez, il y a beaucoup de malades, en fait, dans les réseaux sociaux, qui sont, comment dirais-je, addicted. Il y en a qui ne peuvent pas. Dès qu'ils se lèvent le matin, c'est la main sur le téléphone portable. C'est la dernière chose qu'ils voient. Et au moment de se coucher, c'est le dernier outil qu'ils touchent. Ils vont avec dans les toilettes. Ils vont... J'ai proposé une fois en riant à des jeunes d'Internet. Je leur ai dit, moi, j'aimerais bien vous inviter dans un village du Sénégal. Ma condition est qu'on y aille tous sans téléphone. Je vous donne 2 jours pour réfléchir. Tout le monde s'est désisté. Tout le monde m'a dit, impossible, monsieur le ministre, ça, moi, je ne peux pas rester parce que j'ai trop... Je leur ai dit, vous savez, vous vous croyez indispensable. Les réseaux vous font... Mais si vous restez 24 heures ou 48 heures sans allumer votre téléphone, vous verrez, le monde ne s'arrêtera pas de tourner. Ouais. Et le verrait dans notre œil surtout. Oui. Je voudrais juste revenir sur une déclaration de monsieur le ministre. Je pense que les hommes aussi veulent séduire. C'est une question de dialectique humaine. Il n'y a pas que les femmes qui non, il n'y a pas que les femmes. C'est un jeu de société. Après, comme je dis souvent, quand je vois mes nièces avec leurs prétendants, pour parler dans notre âge, je dis, maintenant les hommes pensent que leur pouvoir de séduction réside dans leur pouvoir financier, malheureusement. Ils pensent que c'est avec l'argent qu'on peut attirer une femme. Avant, ce n'était pas ça. Je veux dire, il y a 20 ans tout juste, on ne cherchait pas à nous séduire avec de l'argent. Au contraire, on vous envoyait valser. Mais malheureusement, comme on parle... Aujourd'hui, on peut même se marier sans s'être vu à travers les réseaux sociaux. Parce qu'il n'y a plus d'interaction. Enfin, il y a très rarement maintenant des interactions intra-humaines. Après, on interagit via les réseaux sociaux et tout cela. Et comme je disais tout à l'heure, si on éduquait nos enfants à s'éloigner un peu du téléphone, parce que ce n'est pas le téléphone en tant qu'outil, j'appelle Georges ou j'appelle monsieur le ministre pour demander comment il va. C'est j'y vais pour voir ce qu'il fait. C'est de la curiosité. À son insu. Et comme dit mon époux à nos filles, soyez curieuses. Et j'ajoute tout le temps, sainement curieuse. C'est de la curiosité malsaine. Qu'est-ce que je gagne aujourd'hui à savoir qu'est-ce qu'il fait avec ses enfants ou autres? Avant, on cherchait à nous étoffer, à nous densifier à travers des livres, à travers des documentaires. N'est-ce pas une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'exister? Oui, mais non, je ne veux pas. Quelque part, à l'époque, vous êtes des médias, vous êtes journaliste, consultante, et à l'époque, il y a une époque qui n'est pas très lointaine, beaucoup de citoyens africains se plaignaient de ne pas avoir accès aux médias, de n'entendre qu'un seul son, celui du gouvernement, alors qu'aujourd'hui, le numérique fait exploser tout ça et tout le monde a la parole. Ne fait pas exploser. 1 million de sons. Voilà, et je précise, moi je rectifie, je ne dis pas a fait exploser, mais a explosé tout ça. Ouais. Le numérique nous a explosé, n'a pas fait exploser les infos ou autres. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on nous passe comme information? Je dis tout le temps aux journalistes que j'encadre,
il faut distinguer l'essentiel de l'accessoire. Quand vous passez 30 minutes d'une édition à nous parler de faits accessoires, je suis désolée, je n'écoute pas. Qu'est-ce qui est essentiel? Dans une information qui passe, il y a les influenceuses qui ont fait ça. Qu'est-ce qui est essentiel? Quelle est la problématique à poser? C'est un constat. On a fait des constats. Et donc de l'argent. Pas forcément, malheureusement, pas forcément. Tous les médias, si je prends le cas du Sénégal, on a énormément de difficultés financières. Le marché est très, très restreint. Avec le nombre de médias. On est d'accord. Alors, dans ce cas-là du scandale de Dubaï, qu'est-ce qui est essentiel? On a fait un constat. Tous les pays sont éclaboussés à peu près. OK. Mais quelle est la problématique à poser? Qu'est-ce qu'on devrait interroger? Je pense qu'il y a des questions essentielles que cela pose et qu'on ne sait pas poser malheureusement. Okay. Et on passe à côté du jeu. Voilà. D'où le fait que j'insiste pour attendre la réaction des pouvoirs publics. Direction Abidjan, pour retrouver Léontine Sewé. On va aborder un autre aspect de cette question. Vous êtes croyante. Je crois que tous les participants et participantes de cette émission sont des croyants. Là également, quand on regarde les choses, on a envie de se demander qu'est-ce qui n'a pas marché. Le Sénégal, c'est 95% de musulmans. Les autres, 5%, ce sont des croyants également. Et c'est un peu la même chose un peu partout. En Côte d'Ivoire, c'est 40-45% de musulmans. Le reste, des chrétiens. Au Cameroun, c'est à peu près le même distinguo. En tout cas, il y a des croyants partout. Il y a ce qu'on appelle les hommes de Dieu partout, très influents, et je ne dirais pas des influenceurs. Alors, qu'est-ce qui fait que leur discours n'a pas donné les fruits escomptés pour qu'on se retrouve dans cette situation? Et puis, eux aussi, ils se taisent. Hein? Oui, absolument, absolument. C'est-à-dire qu'eux non plus, on ne les a pas entendus dire un mot. Hein. C'est pareil pour les pouvoirs publics. Et je voulais juste, Georges, prendre une seconde pour dire que moi, ce que j'attendais comme réaction de la part de nos pouvoirs publics, c'est déjà de monter au créneau, ne serait-ce que pour dénoncer, pas du déclaratif tout simplement. Au moins ça, comme le disait M. Wald. Au moins ça. Ils peuvent dire, on n'a pas prise sur le phénomène, mais déjà monter au créneau et dire qu'on condamne cette façon de faire, je pense que déjà, ça aurait donné une image de dirigeants qui se préoccupent un peu de leur peuple. Ça n'a pas été le cas. Et aussi, pour ce qui concerne les religieux, ça a été pareil. Moi, je suis catholique, hein, et jusqu'à preuve du contraire, enfin, je peux me tromper, mais je n'ai pas vu une réaction mais vraiment musclée de la part des pasteurs catholiques, des prêtres, des pasteurs catholiques, et même des fidèles catholiques. C'est-à-dire qu'on en parle dans nos différents salons, et puis personne. C'est à croire qu'aujourd'hui, la parole a été arrachée à tout le monde. On vit dans des sociétés où, tant que le politique n'a pas ouvert la bouche pour dire « je dénonce telle chose », toute la population garde le silence. Hein? On est là comme si on était tenu quelque part… Comment est-ce que vous expliquez ce silence des religieux? C'est une fuite de responsabilité. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, Georges, aujourd'hui, quand je prends l'Église catholique, hein, on est dans une société consumériste qui va juste dans tous les aspects de la société. Et donc, le religieux aujourd'hui a besoin d'avoir son église pleine. Hein? Je peux me tromper, hein, mais c'est ce que je crois. Donc, dénoncer un tel phénomène, il a besoin qu'on aille faire des offrandes, il a besoin qu'on aille faire des dîmes. Vous croyez? Il a besoin… Absolument. Parce que de toute façon, quand vous allez dans les églises, quand vous écoutez les prêches des pasteurs, c'est essentiellement sur les offrandes, sur la dîme, sur la sémence. Mais qui peut venir au cours d'un seul culte faire 3 fois la quête, hein, si ce ne sont ces influenceurs et ces influenceuses-là? Et donc, quelque part, on ne veut pas chasser les fidèles parce qu'on est dans une sorte de commerce qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que Dieu en lui-même est devenu un fonds de commerce. Dieu étant devenu un fonds de commerce, on adapte Dieu aux réalités de nos différentes sociétés. Voilà. Dieu doit se plier aux réalités de nos différentes sociétés, de sorte qu'aucun religieux ne voudra prendre la parole pour dire « je dénonce ce qui est en train de se passer ». Et ça, c'est dommage. Et ça me renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand je parlais d'éducation, l'éducation n'est pas le seul fait des différents ministères. De toute façon, ce n'est pas le ministère de l'Éducation nationale, le nom même Éducation nationale ne lui sied pas, c'est un ministère de l'enseignement. L'éducation, c'est d'abord dans nos sociétés traditionnelles, c'est d'abord dans nos cercles. Et ça commence à la maison? Absolument, parce que quand on parle d'éducation, on parle d'inculquer la morale aux gens.
Hein. On parle d'inculquer la morale aux gens, c'est-à-dire qu'on rentre dans des domaines mais vraiment beaucoup plus, comment je vais dire, beaucoup plus humains, qui travaillent sur l'humain en tant que tel. On va parler d'éthique, on va parler de devoirs, et l'éducation donc ne peut pas être simplement dévolue aux différents ministères chargés de l'enseignement de nos enfants. Et l'Église, tout comme la mosquée, enfin l'islam, tout comme voilà, ont leur rôle à jouer dans tout ça. Et voilà, c'est vrai qu'on me dira, mais nos voix ne portent pas, nos voix ne portent pas. Mais déjà, le fait d'en parler, de s'asseoir, de convoquer ne serait-ce même que des rencontres. Les voix de qui ne portent pas? Les religieux, ils vont dire ça. Et pourtant eux aussi, ils sont comme des influenceurs, pour utiliser ce mot. Oui, non, mais Georges, influencer juste le temps du culte du dimanche. Une fois que moi je suis sortie de l'église, quand je rentre chez moi, en quoi est-ce que le prêtre m'influence? Ils impriment la conduite à tenir. Ils disent ce qu'il faut faire. Mais en même temps, quelle est comment je veux dire ça? Quelle est la mesure coercitive qu'ils ont pour voir si Léontine, quand elle est rentrée chez elle, elle fait ce que je lui ai dit de faire au sein de l'église. Hein? Moi, juste ça, je termine avec cette petite anecdote-là, et juste pour donner du sens à ce que je suis en train de dire. Une fois, donc, je vais voir un de mes frères qui est pasteur. Je vais voir un de mes frères qui est pasteur et qui me dit comme ça, oui, mais en fait, ton problème, c'est que tu ne fais pas beaucoup d'offrandes dans l'église. Je dis, j'ai pas d'argent. Voilà. C'est-à-dire que à ce moment-là, je venais de rentrer en Côte d'Ivoire, de mettre sur pied ma petite activité. Je n'avais pas de revenus. Je vivais des subsides de mes amis et de mes parents. Je dis, mais je ne peux pas donner une offrande à partir de ce qu'on me donne qui ne me suffit pas moi-même. Il me dit, ah si, tout ce qui rentre dans ta main, tu dois en donner une partie à Dieu. Et je lui demande comme ça tout bêtement. Et donc, si je me prostituais, je dois donner l'argent de ma prostitution à Dieu? Il me dit oui. Je dis, quand bien même la prostitution est interdite dans la Bible, et voilà ce qu'il va me répondre. Je dis, et le pasteur sait que je me prostitue? Oui, le pasteur sait que tu te prostitues, mais si tu vas te confesser, qu'il te donne l'absolution, il sait que c'est de ça que tu vis, tu continues de te prostituer, et bien, tu viens donner la dîme de ta prostitution. C'est simplement pour donner du sens à ce que j'étais en train de dire. Alors ça, c'est très grave. Permettez-moi, Léontine, d'aller retrouver Carole, qui est bien positionnée. On sait qu'il y a beaucoup de mosquées au Cameroun, beaucoup d'églises également, et ce sont des activités qui sont en plein éveil. Comment se fait-il qu'au Cameroun également, il n'y ait pas eu de réaction des religieux, c'est-à-dire des imams, des pasteurs, des prêtres? Je ne sais pas si ils sont déjà au courant de ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a certains parmi eux qui tiennent des discours selon lesquels il n'est pas bon d'être sur les réseaux sociaux, donc je ne sais pas si ils sont au courant. Pour ceux qui apparemment sont au courant, ils se demanderaient bien de quel droit ils condamneraient un acte quand au sein même de l'Église on dénonce ce type de phénomène. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça se passe. Et ce qui est sorti, c'est que c'est Dubaï et tout ça, même si ça se passait avant dans d'autres pays européens, etc., même en Afrique. Mais c'est Dubaï qui est sorti. Vous avez vu le classement qui a été établi, hein, en tête, je crois, la RDC, un certain nombre de pays anglophones. Après la RDC, je crois, c'est le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas informés, qu'ils ne sont pas au courant. Non. Je vous dis bien qu'il y a des prêches dans l'Église, quitter les réseaux sociaux, c'est le diable et tout ça. Il y a des prêches comme ça. Donc, le pasteur va vous montrer son téléphone qui ne sert qu'à appeler et recevoir. Ce n'est pas un Android pour prêcher par l'exemple, pour dire que voilà, les réseaux sociaux ne sont pas bien. Mais je parle de ceux-là qui ne seraient pas au courant. Je sais qu'il y a quand même l'archevêque de Douala, le monseigneur Samuel Cléda, qui était très célèbre pendant la période critique de coronavirus, de Covid-19. Il a participé à la recherche scientifique pour trouver un remède à cette pandémie-là. Monseigneur Cléda, c'est quelqu'un qui est très libre. Il n'attend pas souvent le quitus de c'est lui qui avait proposé des remèdes contre le coronavirus. Des remèdes gratuitement, qu'il offrait gratuitement d'ailleurs à d'autres pays
Donc lui, il a réagi, le prélat? Il a l'habitude de réagir, mais pour l'instant... Et là, il n'a pas encore réagi. Non, parce que, vous savez, c'est un phénomène grave. Vous constatez que parmi les photos qui sont diffusées, parmi les noms des personnes qui sont citées, vous avez votre nièce là-dedans, vous avez votre cousine qui est citée, vous avez votre voisine que vous respectiez, la femme de votre meilleur fidèle qui est citée. Alors, comment allez-vous avoir la force de dénoncer cela? Ça crée ce que ça crée ce silence coupable. Déjà que, vous savez, quand quelque chose se passe en Europe, pour que l'Afrique dise son mot là-dedans, c'est souvent très difficile. Donc, voilà. Je pense que les leaders religieux, aujourd'hui que l'Église est critiquée, aujourd'hui que l'Église n'a plus, pour certains pasteurs, certains leaders religieux, n'ont plus de légitimité à aborder des questions de société aussi ouvertement parce qu'au sein de leurs propres églises, il y a de la gangrène. Je pense qu'il serait bien pour ceux qui sont encore, qui peuvent lever la tête, d'interpeller. Il faut interpeller, il faut aller de mosquée en mosquée, interpeller, le dire publiquement, pas en cachette, parce que quand vous prêchez dans la mosquée et que vos paroles ne sont pas publiées, ça reste là où ça reste. Donc, il serait bien que nos leaders religieux remontent, parce que c'est après les parents, je pense que c'est eux d'abord. Eux d'abord. Okay. Et puis l'école aussi. N'oublions pas l'école, parce que nos enfants qui sont aujourd'hui, quand ton enfant de 14 ans n'a pas d'Android, toi tu es un parent ringard, un parent viégeux. Donc il faudrait qu'à l'école, lorsqu'on saisit le téléphone de ton enfant, que tu n'y ailles pas pour faire pour jouer l'autorité parentale, pour sortir les gros bras, pour dire vous n'avez pas l'autorisation de prendre le téléphone de mon enfant, c'est moi qui lui ai acheté. Donc, il faut que les parents sachent que les éducateurs, les enseignants, les professeurs dans les établissements ont également leur droit de regard sur l'éducation de votre enfant et laissez-les faire lorsqu'ils saisissent les téléphones de vos enfants. Bien. Merci beaucoup, Carole.